Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi. Et c'est parti pour patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré tous les mardis aux investissements plaisir, passion ou alternatifs. Tout dépend comment on veut les appeler. Aujourd'hui, on va parler de livres anciens ou de livres rares. Peut-on parler d'ailleurs d'investissement ou plus de collection, donc d'investisseurs ou de collectionneurs? Nous en parlons avec Hervé Valentin, président du syndicat national de la librairie ancienne et moderne. Bonjour Hervé Valentin. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Déjà, est-ce qu'on peut parler d'investissement quand on parle de livres anciens ou c'est un terme qui vous hérisse le poil? C'est un terme, sans qu'il nous hérisse le poil, mais c'est un terme que nous n'utilisons pas, à vrai dire. D'accord. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'investissement à faire sur le livre ancien. D'accord. C'est avant tout une décision et une collection de plaisir. Je rebondis sur le terme de collection que vous venez d'utiliser, parce que c'est avant tout cela qui caractérise les bibliophiles. D'accord. C'est comme ça qu'on appelle un collectionneur de livres anciens ou de livres rares, que ce soit des galeries, des estampes ou des autographes, ou évidemment des livres. Il y a avant tout la notion de plaisir, de constituer une collection sur le temps et sur la durée. Alors c'est intéressant parce que là, vous nous avez parlé d'estampes, vous nous parlez de galeries d'estampes ou de livres rares. Donc Oui. en fait, ce qu'on appelle livre ancien, la terminologie livre ancienne est en fait plus large que juste l'objet livre physique. Tout à fait. En fait, le syndicat de la librairie ancienne et moderne a été créé en 1914 et il a été créé par des libraires parisiens, en majorité, qui justement voulaient fédérer la totalité du spectre des vendeurs et des marchands spécialisés dans le domaine du patrimoine écrit, imprimé ou illustré. Donc ça peut aller de l'affiche au livre illustré, en passant par des estampes, la lithographie, jusqu'aux autographes qui sont aussi, qui sont pas imprimés pour le coup, mais qui font partie du patrimoine écrit. Alors, ce qu'on appelle autographe, c'est pas la signature qu'on a au début du livre. Si, c'est ça? Non. L'autographe, c'est quelque chose de manuscrit. D'accord. Ah oui, c'est un écrit manuscrit. D'accord. À la main, évidemment manuscripta, faite par une lettre de Charles Baudelaire, par exemple, une pièce signée par Louis XIV ou un autographe de Pablo Picasso qui aurait signé une de ses lithographies. Tout ça, c'est du manuscrit, de l'autographe. Et alors, tout cela, ça a une valeur, mais ça ne peut pas être considéré comme un investissement en tant que tel. Mais ça reste quelque chose dans lequel on peut placer son argent, entre guillemets. C'est-à-dire que quand j'entends placer son argent, c'est vous me donnez un exemple d'une lettre de Baudelaire, par exemple, elle ne va pas perdre de valeur dans le temps si jamais je l'achète aujourd'hui? A priori, non. Il est évidemment difficile, et nul n'est prophète pour savoir comment les choses se passent. La librairie ancienne et la collection d'objets de patrimoine écrits ou imprimés, depuis que la librairie et l'imprimerie existent, donc au XVe siècle en Europe, après Gutenberg, l'homme a toujours tout de suite, quasiment, dès le XVIe siècle, collectionner des ouvrages pour les valoriser aussi et pour son plaisir. Et c'est ce qui fait la valeur, c'est le fait qu'il y ait des acheteurs qui collectionnent finalement ces ouvrages. Bien sûr, et après, en fonction de la rareté d'un ouvrage, de sa rareté intrinsèque, il peut y avoir des choses qui sont imprimées à 10 ou 15 ou 50 exemplaires, et puis le temps aussi a fait sa sélection et son affaire. Il est évidemment beaucoup plus difficile aujourd'hui, en 2021, de trouver une édition originale des Essais de Montaigne. Bien sûr, qu'à l'époque. En 1980, quand l'ouvrage a paru, même si le nombre d'exemplaires n'a pas été énorme non plus. Donc ce qui fait la valeur et le prix, parce que ces choses-là ont un prix évidemment, c'est différents facteurs de rareté, d'intérêt, de mode aussi, parce qu'il y a des auteurs... Il y a des effets de mode, parce qu'effectivement la rareté, on le comprend, il n'y a pas que dans les livres anciens où la rareté fait le prix. Sur les autres critères, donc il y a la mode où la mode ça joue pour le coup. La mode peut jouer de manière ponctuelle, parce qu'il peut y avoir des commémorations par exemple, où un auteur, là on vient de fêter le bicentenaire de la naissance de Charles Baudelaire par exemple, certains, Baudelaire n'a pas besoin de ça pour être évidemment universellement connu. Oui, mais ça le remet sur le devant de la scène. Et ça le remet sur le devant de la scène, ou des auteurs, Romain Gary, qui il y a plus de 50 ans maintenant. Voilà, ce genre d'anniversaire fait l'entrée à l'université, si on se remet à étudier un auteur contemporain, presque comme Romain Gary par exemple. Voilà, ça le remet sur le devant de la scène. Il et donc est ça fait monter sa cote, entre guillemets, parce qu'il est étudié à l'université. Et parce qu'il est un peu plus collectionné par les collectionneurs d'éditions originales littéraires, si on est
dans le champ de la littérature. Mais dans le même temps, si on parle de science, par exemple, les grands textes scientifiques ont toujours été recherchés, de Kepler à Copernic, en passant par les premières publications d'Einstein, par exemple, sur la relativité. Oui. Tout ça, ce sont des choses qui sont recherchées par des collectionneurs. Et l'offre et la demande, évidemment, fait les prix. Après, il y a aussi le marché des ventes aux enchères qui peut donner une cotation à un instant T. Là, on parle de livres qui sont forcément en très très bon état. Oui, parce que comme dans toutes les collections, l'état et la condition, on parle de la condition d'un exemplaire, est primordial. Le livre ancien, à la différence de beaucoup d'autres objets du marché de l'art, pour faire large, sont des multiples par définition. Bah oui, bien sûr, il y a une œuvre d'art, mais il y a un nombre de tirages de livres. Voilà, oui, complètement. Picasso n'a fait qu'une toile sur ce sujet, ou plusieurs variantes, mais en tout cas, des livres, on a pu en faire des multiples par définition. Donc, pour un livre ancien du 16e ou du 17e, c'est évidemment aujourd'hui en 2025 qu'on peut comparer comment il est arrivé jusqu'à nous, par sa reliure, par quelle main il est passé. Il y a aussi l'histoire de la provenance. De la provenance, c'est-à-dire des collections par lesquelles le livre est passé, ça peut faire augmenter la cote du livre. Bien sûr, le pédigré, ce qu'on appelle la provenance en termes de livre ancien, ça a évidemment un facteur très important, au même titre que l'habillage, donc la reliure. Un livre, d'abord était protégé par une reliure à titre purement de protection ou esthétique. Et puis après, il y a eu des artisans dans ces métiers, comme la marqueterie dans d'autres domaines, qui sont là pour sublimer un petit peu l'objet. On utilise différents types de matériaux, de cuir, du maroquin, de la basane, etc. Et donc là, si je caricature, c'est comme des éditions spéciales du livre finalement qui du coup viennent rajouter à la rareté du livre en question. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a aussi ce qu'on appelle des tirages de tête ou des tirages de luxe qui sont faits sur des papiers un petit peu différents que l'édition que tout le monde connaît. Et évidemment, il est évident que ces tirages qui sont numérotés bien souvent, ils peuvent être signés par l'auteur, par l'illustrateur. Et ça, la signature, j'imagine que ça fait gagner de la valeur. Bien sûr, forcément. Une édition originale dédicacée, pour revenir à Baudelaire des Fleurs du Mal. Il y en a un exemplaire qui est passé il n'y a pas longtemps, il a fait un peu plus de 100 000 euros. D'accord, justement, vous anticipez la question que je voulais vous poser, et qui est toujours très complexe dans ces sujets d'investissement plaisir ou passion, c'est ça coûte combien? Alors on imagine qu'il y a des écarts énormes, mais est-ce qu'il y a une moyenne de prix pour un livre ancien aujourd'hui ou Non, c'est-à-dire qu'on peut se constituer une collection de livres anciens avec un budget de quelques dizaines ou centaines d'euros. D'accord. C'est-à-dire que nous, par exemple, au salon qu'on organise tous les ans, le salon du livre rare, on a un espace qu'on appelle l'espace découverte, où les libraires sont invités à proposer au public des ouvrages à moins de 150 euros. D'accord. Et qui sont pour autant des ouvrages anciens, qui peuvent être du 19e, du 18e, et même mais plus anciens que ça. Mais d'auteurs peu connus, du coup, ou pas forcément? Peu connus, ou d'éditions qui ne sont pas suffisamment rares pour atteindre des cotes complètement stratosphérique, ou même le millier d'euros. Donc, le temps ne fait pas forcément la valeur de la chose. Très souvent, on nous appelle en disant j'ai retrouvé chez moi ou dans le grenier de mes grands-parents un livre de 1648. On en rêve tous. Forcément, c'est forcément rare. Pas du tout. Il peut y avoir des choses très modernes. Si on est en littérature contemporaine, par exemple, Michel Houellebecq, par exemple, c'est un auteur qui est recherché. Et les premières éditions qui peuvent être signées ou dédicacées de Houellebecq, par exemple, sont très recherchés par certains collectionneurs. Donc, en fait, c'est pas forcément l'idée reçue que plus c'est ancien, plus c'est cher, et parce que plus ce serait rare. Là, on est sur des auteurs contemporains, toujours vivants, mais où, pour le coup, il y aurait déjà un marché d'achat et de revente de livres. Il faut faire attention, parce que là, on est sur un marché qui est très vif, c'est-à-dire qu'on est dans la période où les choses se passent. Personne ne peut dire que dans 50 ans, 100 ans, les œuvres de Houellebecq seront valorisées. Oui, alors que les œuvres de Victor Hugo, pour le coup, on le sait, ça pour le coup, mais si on prend un exemple un peu plus récent, Anatole France, par exemple, qui était considéré au début du siècle comme le grand écrivain français, et les collectionneurs et les bibliophiles achetaient des belles éditions d'Anatole France qu'ils faisaient somptueusement relier à grands frais. Un siècle après, il en reste plus grand-chose. C'est-à-dire que c'est un auteur qui est moins lu, donc moins collectionné. Il y a aussi une dimension générationnelle. Bien sûr. Ça. Et ça, on ne peut pas le prévoir, pour le coup. On ne peut pas le prévoir. C'est pour ça qu'il n'y a pas en fait, d'investissement. Quelqu'un qui monte une collection, elle se fait sur le long terme. Elle se fait pour son propre plaisir, pour son intérêt, qu'il soit professionnel. Si on est médecin, par exemple, on s'intéresse à l'histoire de l'anatomie. Bien sûr. On va rechercher une édition de Vézal, etc. Si on est
on s'intéresse à la littérature, on va s'occuper de la période que l'on aime. Ça peut être une thématique, le romantisme, la littérature moderne, le structuralisme, qu'importe. Donc tout ça se fait sur le long terme, et très souvent, les collections, d'ailleurs, elles s'enrichissent, elles bougent, elles sont vivantes, mais il y a assez peu de transmission du vivant, ou alors c'est quelqu'un qui prend la suite. C'est le cas de toutes les bibliothèques. On parle des bibliothèques de châteaux, etc., pour les grandes collections, mais elles se sont transmises sur des générations et des générations. Justement, j'allais vous poser une question très investissement pour le coup, c'est quelle liquidité à la revente. Mais alors, ce que vous nous dites, c'est que finalement, quand on investit, enfin, quand on achète un livre, quand on constitue sa collection, il ne faut pas forcément penser revendre du tout. Non. On peut avoir besoin ou envie de revendre pour des tas de raisons. Soit le premier, le cas le plus courant, c'est simplement pour améliorer son exemplaire. D'accord. Ouais. C'est-à-dire qu'on trouve mieux si on a l'édition originale des Misérables, par exemple. On revend celui qu'on a dans sa collection. Voilà, on trouve mieux parce qu'il est dédicacé ou il est dans une meilleure condition, dans une plus jolie reliure qui plaît davantage. Donc, on peut éventuellement soit garder les deux, soit améliorer son exemplaire. Donc, on peut revendre le précédent. D'accord. Il n'y a pas de règle. A priori, on va dire que les grands auteurs, mais qu'est-ce qu'un grand auteur? C'est quand même très difficile à définir. Oui, ça reste très subjectif, effectivement. C'est très subjectif parce que les modes, les temps, etc. font que bon, voilà, il y a des. Après, il est évident que si on cherche un discours de la méthode de Descartes ou les Fables de La Fontaine en édition originale, ces choses-là, sur la durée, si on regarde sur le seul prisme de la valeur des choses, ce ne sont pas des choses qui perdent de l'argent. Oui, c'est ce qu'on appelle un investissement. Alors, je sais qu'il ne faut pas dire investissement, mais bon, c'est quelque chose de sûr, en tout cas. Voilà, c'est quelque chose de patrimonial, dans les deux sens du terme, à savoir un patrimoine bien concret, mais intellectuel, qu'on transmet, de transmission de savoir, et aussi un patrimoine que l'on peut constituer. Mais en aucun cas, la première démarche, elle sera faite sur l'aspect financier, en tout cas pour l'immense majorité des collectionneurs et des bibliophiles. Merci beaucoup Hervé Valentin. Je rappelle que vous êtes président du syndicat national de la librairie ancienne et moderne. Le salon du livre rare s'est tenu il y a quelques semaines maintenant, donc rendez-vous l'année prochaine pour le coup. Vous viendrez au Grand Palais éphémère. Exactement, vous viendrez nous en parler. Merci à vous et on se retrouve nous tout de suite dans Enjeu Patrimoine.